on termine donc cette journée au musée avec une table ronde que j'anime cet après-midi. Et donc, pour laquelle je suis très heureuse d'accueillir Audrey Gonnet, qui est à ma droite, et Marianne Villière. Et donc, on va ensemble retrouver l'univers de l'écrit et de la circulation des messages dans la ville, après avoir vu aussi tout le travail de l'image que portait Hox. L'idée ensemble, c'est de questionner donc, les enjeux des diffusions de textes et de signes dans un espace de flux qui est donc l'espace public. De voir ensemble qui peuvent être aussi à l'origine de ces écrits et pour quelle cible et quel public il et elle s'adressent. En effet, une grande majorité de ces écrits de rue sont généralement anonymes et prennent place dans toutes les villes que l'on connaît. Et ces écrits peuvent être généralement sur des affiches collées, sur des stickers, ou bien encore directement inscrits sur les murs de manière in situ. Et là, il y a une ambiguïté terminologique, parce qu'on parle parfois aussi de graffiti pour parler de ces inscriptions non officielles qui s'inscrivent sur les murs des villes et qui existent depuis l'Antiquité. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette distinction entre le graffiti, qui sont ces messages vernaculaires, et le graffiti writing, qui est l'art de la signature, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais qui vient vraiment des États-Unis et qui s'inscrit depuis les années 80 en Europe. Ces écrits peuvent aussi être mouvants. Ils circulent dans la ville sur des pancartes, sur des banderoles aussi, ou bien en étant installés au vent sur des bannières. Ils interviennent aux interactions de la rue, au flux constant de la communication, et finalement, ils participent, ces écrits, à l'identité visuelle de nos villes et de nos villages. Ils sont lus par les passants, étudiés par les chercheurs, et tous ces messages existants, finalement, ils nourrissent aussi fortement les artistes qui œuvrent dans l'espace public. Ces artistes, ils les observent, ils épuisent des idées, voire proposent des nouveaux messages en se jouant des lettres de manière poétique, politique ou humoristique. Et donc l'idée aussi, avec ces temps de rencontre, c'est aussi d'apprendre à regarder la cohabitation de ces formes et de ces écrits pour pouvoir en comprendre aussi les sens cachés. Pour discuter avec moi, donc, je suis très heureuse d'accueillir Audrey Gonnet, qui est à ma droite, qui est donc étudiante à l'ANRT de Nancy et designeuse graphique militante. C'est le terme que j'ai trouvé dans ta présentation, en étant à la recherche et à l'activation des images, des pancartes et des messages qui circulent dans l'espace public. Et donc l'idée aussi, en invitant Audrey, c'était de valoriser la recherche universitaire sur les écritures, parce que pour nous, c'est vraiment important de donner cette parole à la recherche. Et à ma droite, donc j'ai encore un petit peu plus loin, j'ai Marianne Villière, qui est artiste née à Nancy, œuvrant dans l'espace public. Et donc on va pouvoir voir aussi ce que tu proposes dans le cadre de RUN et de manière globale dans ton travail. On va commencer avec Audrey. Peut-être pour commencer, tout simplement, j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu quel est ton parcours universitaire, pour savoir un petit peu d'où tu parles. Oui, alors déjà bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici et d'avoir été invitée. Merci pour l'invitation. Pour le dire très rapidement, je sortais d'un bac littéraire, donc j'ai dû faire une prépa, donc ça s'appelle une mise à niveau en art appliqué. Donc j'ai fait ça à la Souterraine et j'ai enchaîné directement avec un BTS design graphique, donc sur 2 ans. Mais très vite, dessiner des logos et faire des affiches publicitaires ne me convenait pas. Enfin, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, donc j'avais besoin de plus. C'est pour ça que je me suis lancée encore plus loin dans les études supérieures. Et donc, je suis allée à Metz, aux Beaux-Arts, pour passer ma licence et mon master, donc mon DNA et mon DNSEP en option communication. Et ça ne me suffisait pas encore et j'ai postulé à l'ANRT, donc qui est l'Atelier national de recherche typographique qui se trouve à Nancy, dans les locaux des Beaux-Arts de Nancy. Et je suis tout fraîchement diplômée. Voilà. Donc, pour reprendre un peu le fil de ton parcours, ton intérêt pour l'espace public, il a débuté à Metz. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as commencé à t'intéresser à ces écritures et à ces affichages sauvages dans cette ville ? Donc peut-être pour recontextualiser, je viens vraiment de la campagne profonde. J'ai vécu dans une ferme, etc. Donc les tout premiers signes, les toutes premières traces qui m'ont interpellée dans l'espace extérieur, on va dire, étaient plutôt rurales et non urbains. Et ça ressemblait plutôt à ça. Et donc c'est vrai que quand j'ai commencé mon parcours d'études supérieures et que je suis arrivée donc notamment à Metz, ça a été vraiment extraordinaire pour moi. C'était vraiment une première découverte de ce monde urbain et de ces signes urbains.
Donc ça pouvait passer par les écorces des arbres, par les affiches déchirées, par les panneaux publicitaires vides qui m'ont toujours interpellée, et aussi par la typographie. C'est vraiment par ce biais-là que j'ai commencé à m'intéresser à la typographie, parce que j'avais pas encore des cours très spécifiques aux Beaux-Arts sur cette question-là. Voilà, donc par exemple, j'ai pu prospecter, faire une veille urbaine pendant 4 années à Metz, qui m'ont énormément nourrie. Et par exemple, cette photo, je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle évoque l'imaginaire de la grotte de Lascaux. Donc ça fait un peu les traces millénaires avec les traces graphiques actuelles des affiches déchirées. Donc j'ai commencé à me construire une culture visuelle, comme ça, progressivement, petit à petit. Donc, tu as documenté à l'époque déjà toutes ces traces anonymes dans l'espace public. C'est ça. Et donc là, je vous ai mis très brièvement ce projet parce que je suis une très grande lectrice, et cette découverte des signes urbains se confrontait avec ce que je voyais dans mes livres, et ce qui m'intéressait, c'était les erreurs d'impression. Donc il y avait, que ce soit dehors ou dans mes livres, cet intérêt pour la matérialité, pour l'erreur, pour l'altération des signes. Et du coup, progressivement, je me suis intéressée de plus en plus aux messages, donc un peu moins aux écorces d'arbres, mais plus aux affiches sauvages déchirées. Et j'en ai fait une toute première édition qui s'appelle Typographie glanée dans les rues, et qui regroupe plusieurs photographies que j'ai glanées donc dans 4 villes: Metz, Strasbourg, Châteauroux et Venise, parce que c'était au fil de mes voyages, pour répertorier comme ça en noir et blanc des signes. Un petit peu mon tout premier, ma toute première approche des signes. Et j'ai poursuivi avec un travail où j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin. Cette fois-ci, j'ai récolté les signes invisibles. Les signes où il n'y avait plus que la trace, le fantôme du signe. On voit le fantôme du sticker, on voit la colle, on voit la matérialité du papier. On sait qu'il y avait un message, mais il n'y est plus. Et donc, toutes ces questions-là m'ont intéressée. Ah oui, et pardon. Et aussi, du coup, en même temps, en arrivant en ville, j'ai aussi découvert dans leur périphérie les réclames urbaines, les très vieilles peintures urbaines, et qui m'ont beaucoup intéressée. J'en ai fait aussi une édition. Voilà. Donc, ces éditions, c'est toi qui les as réalisées volontairement, seule, en faisant ce travail documentaire. Alors, est-ce qu'il y avait une manière de les présenter avec une certaine logique chronologique ou géographique? Voilà, alors c'était quasiment essentiellement expérimental, parce que du coup, donc, j'étais aux Beaux-Arts, donc avec une liberté quand même assez extraordinaire dans mes productions. Et étant une très grande lectrice, c'est vrai que l'objet livre, j'avais tout de suite envie de créer moi-même des livres et donc de répertorier. Donc il y avait quand même, dès le départ, cette activité de collecte et d'archivage de tout ce que je pouvais voir. Et donc on peut voir par exemple ici, c'est vraiment juste les signes qui m'intéressaient, la typographie. Ici, l'absence de signes, donc j'en ai fait une autre édition. Et ici, une édition consacrée juste aux anciennes peintures urbaines. Donc c'est vrai qu'il y avait cette espèce de quadrillage comme ça, où à chaque fois j'essayais, même dans la matérialité des livres que je créais, soit dans choisir du papier recyclé par exemple. Donc j'essayais aussi de me construire une réflexion autour de l'objet livre, et comment on passe de cette récolte de signes urbains dans un objet un peu plus lourd, je ne sais pas comment expliquer, mais un peu moins facilement diffusable, on va dire. Mais un objet qui rentre finalement aussi dans l'intérieur des personnes, un peu comme Vincent en parlait ce matin. On fait don d'une affiche ou d'un objet mouvant. Finalement, le livre, il permet aussi de faire vivre les traces de ces images dans le foyer, en fait. Exactement, de les regrouper et de
de faire, de donner à voir une espèce de veille urbaine qui a duré, par exemple, pour le premier livre, qui a duré 4 ans, donc c'est quand même très conséquent. Et on sait qu'il y a une espèce de, parfois dans certaines villes, une politique de nettoyage, donc les stickers peuvent être facilement arrachés, surtout quand il s'agit d'affiches, quand il s'agit de papier, c'est facilement altéré, que ce soit par le temps ou les humains. Donc du coup, ça permet de garder trace, littéralement. Et donc ces livres, où est-ce qu'on peut les consulter maintenant? Alors, j'en ai fait qu'en un seul exemplaire, mais sur mon Instagram, je documente énormément sur Instagram. Donc voilà, audrey.gonnet, si jamais. Et donc après ce passage à Metz, en 2022, tu es étudiante donc à l'ANRT, qui est donc, je cite, hein, je suis allée me renseigner sur l'ANRT, qui a été créée en 1985 pour contribuer au développement de la création typographique. Et donc l'Atelier national de recherche typographique, qui est un 3e cycle de l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, donc avec beaucoup de sigles et d'explications. Est-ce que tu peux nous dire peut-être en quelques mots qu'est-ce qu'est cette école? Oui, tout à fait. Alors donc l'Atelier national de recherche typographique, anciennement l'Atelier national de création typographique, qui est à Nancy que seulement depuis 10 ans. On a fêté les 10 années de la réouverture, qui a anciennement été à Paris, effectivement. Alors, il y a 6 étudiants, chercheurs, chercheuses, qui sont, chaque année. Donc on est 12 à l'atelier, voilà, c'est sur 1 an et demi, avec un 4e semestre de professionnalisation. Et on peut venir soit avec un projet personnel, soit avec un projet qui correspond à The Missing Script, qui consiste en la création d'un caractère typographique afin d'encoder un système d'écriture qui n'est pas encore encodé par Unicode. Je ne sais pas si j'explique, c'est un peu compliqué. Mais en gros, sur votre ordinateur, si vous tapez sur un A, c'est Unicode qui va permettre que dans n'importe quelle police de caractère, ce soit toujours un A. Et donc, il y a énormément de systèmes d'écriture qui ne sont pas encodés. Donc, ça permet une revalorisation de certaines cultures oubliées ou qui sont en passe d'être oubliées. Donc, la NRT visibilise aussi en fait ces autres formes d'écriture exactement. qui sont hors du système numérique et Unicode. Permet de les sauvegarder, surtout. C'est super important. Voilà. Donc toi, tu es venue en ayant déjà un projet ou Oui, c'est ça. Un projet personnel. Donc, tu peux nous le présenter. Voilà, donc je vais vous présenter ce pourquoi je suis venue à l'ANRT. Donc tout a commencé quand j'ai lu les livres de Philippe Artière, notamment La banderole, et quand j'ai lu ce groupe de mots, les écritures de la contestation. Je me suis dit que ça allait être mon projet de recherche. Je voulais absolument travailler sur ces écritures de la contestation, sur ces écritures contestataires. Sauf qu'en fait, je suis arrivée avec plein de questions parce qu'effectivement, les écritures contestataires, on pense aux révolutions, à mai 68, etc. Donc je ne savais pas très bien où me situer, où mon projet de recherche allait débuter et finir. J'avais pas défini encore le contexte. Et en fait, très vite, en janvier 2023, il y a eu les manifestations contre la réforme des retraites qui ont débuté. Et j'ai décidé tout de suite d'aller en manifestation, donc à la fois en tant que militante et aussi en tant que photographe, chercheuse, qui allait vouloir tout de suite collecter des images de ces manifestations. Parce que effectivement, ça dure 3-4 heures, ça dure une après-midi, et après c'est terminé, il n'y a plus ce paysage de pancartes, cette foule dans la rue. Et donc j'avais cette envie de garder image. Donc c'est comme ça que ça a débuté. Et donc progressivement, j'ai constitué un corpus de 604 photographies de 614 dispositifs différents que j'ai récoltés durant 10 manifestations, du 31 janvier 2023 au 1er mai 2023, et du coup ce qui a constitué le corpus de ma recherche de 1 an et demi à la NRT. Je peux... Et donc, pour documenter ces manifestations, est-ce que tu t'es donné une méthode spécifique de captation et aussi de points d'attention sur les écritures qui circulent et les images qui t'ont vraiment intéressé dans le cadre de ce corpus?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai vraiment commencé avec cette collecte, avec cet archivage et en même temps, j'ai voulu, créer donc des ateliers pancartes, par exemple, pour essayer de voir comment les gens appréhendent l'objet pancarte. Comment une pancarte se crée, comment le message s'écrit, et cetera. Donc ça a été un de mes points d'analyse. Donc par exemple, quoi écrire, quel lieu d'écriture, comment commencer, quel format, quel outil, quelle couleur, majuscule ou minuscule. Donc ça a été vraiment des points d'analyse, des critères d'analyse qui m'ont permis de comprendre comment tout ça fonctionnait, comment les militants écrivaient dans la rue, comment les militants écrivaient à des fins de lutte. Donc voilà quelques exemples. Donc on peut... Oui, pardon. Non. Donc c'était quoi? C'était des ateliers où tu posais ces questions-là et tu montrais. Alors j'ai laissé faire. J'ai totalement laissé faire. J'ai hésité à créer des ateliers un peu plus directifs, mais au final, il y avait aucun besoin de ça vraiment. Et les militants et militantes s'en sortaient vraiment très bien tout seuls, sans moi. Et le but pour ces ateliers, c'était vraiment de mettre à disposition des cartons, mettre à disposition des feutres, des peintures, des bombes de couleurs, etc. Et de les laisser tout simplement créer leur message. Il y en avait énormément, par exemple, qui n'avaient pas de quoi faire chez eux et qui étaient juste venus les mains vides en manifestation, qui voulaient quand même faire présence. Mais du coup, le fait d'avoir à disposition tous ces outils, ils ont voulu tout de suite créer eux-mêmes leur message. Donc c'était très intéressant à voir. Et du coup, ma question était de savoir à quel endroit se posaient les besoins des manifestants et manifestantes. Et j'ai créé un petit manuel d'aide à la création de pancartes. Et au final, on pourrait croire que le besoin premier, c'était la manière de dessiner les lettres, mais en fait, pas du tout. Donc j'évoque les supports, les outils, je donne des modèles d'écriture pour aider à dessiner des lettres, mais c'est surtout la spatialisation de la pancarte qui était le plus problématique pour les manifestants et manifestantes. Donc voilà, tout simplement comment centrer, etc. Parce que souvent, le réflexe, c'est de prendre la pancarte comme une feuille à carreaux et donc de commencer en haut, dans un coin, en haut à gauche, etc. Et donc, il y avait un manque de visualisation de la pancarte entière et donc souvent, c'était très désordonné, etc. Donc voilà, donc pour mon corpus vraiment de 604 photos, il y a eu aussi des critères d'analyse qui ont été formulés. Donc le format utilisé, les formats les plus utilisés, c'est les formats moyens. Donc, je ne sais pas comment expliquer, qui correspondent à peu près à un A3. L'orientation de l'objet, donc sans surprise horizontale. La manière de porter l'objet, encore une fois sans surprise, tenue à la main, même s'il y avait beaucoup de personnes qui portaient leur pancarte sur le dos, sur la tête, enfin, il y a eu plein d'ingéniosité comme ça. L'utilisation de la couleur, donc là c'était l'utilisation du noir et de l'ajout d'une couleur qui était le plus utilisé. L'outil graphique avec le feutre et le numérique qui était plus présent que la peinture. Ça m'a un petit peu étonnée. Enfin, j'avais un préjugé avant de faire ces analyses, c'était que la peinture était très utilisée, mais en fait, le numérique a pris complètement le dessus. Je pense que c'est la démocratisation des outils de numérique, etc. L'utilisation d'illustrations, donc il y en avait beaucoup, mais au final, c'était pas la majorité. Par contre, la mise en exergue, ils ont été très, très, très inventifs pour trouver des moyens de mettre en évidence des mots, certains mots, etc. Et l'utilisation des majuscules ou des minuscules avec une prédominance pour les majuscules. Donc voilà, par exemple. La matière slogan aussi qui m'intéressait. Je me suis intéressée à la forme, mais tout autant à la sémantique. Voilà quelques exemples. Donc là, pour les manifestations contre la réforme des retraites, il y avait cette notion de mort, cette notion, enfin l'interpellation directe avec, par exemple, ton 49.3, on n'en veut pas, et la notion d'argent qui revenait énormément dans les slogans. Et l'humour. Et du coup, j'en ai fait une grosse édition qui répertorie
C'est 604 photographies, encore une fois, accompagné de mon analyse sous forme de texte et de la liste des slogans. Donc avec une couverture qui veut imiter, entre guillemets, une pancarte. Il y a aussi ce qui m'a étonnée, c'est-à-dire que quand on dit une pancarte, on a l'image d'un rectangle. Et au final, les militants et militantes sont très inventifs. Et aussi, en ce qui concerne les lettrages eux-mêmes, on y vient parce que je suis quand même à la NRT. Et j'en ai fait des posters qui répertorient et qui met en valeur la volonté. C'était de mettre en valeur la diversité et la pluralité. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces 2 posters justement qu'on voit à l'écran? Oui, tout à fait. Alors, d'un côté, il y a 70 dispositifs et de l'autre, il y a 200 lettrages différents donc, que j'ai récoltés. Donc, c'est plutôt subjectif, c'est-à-dire que pour les dispositifs, j'ai redessiné tous ceux qui sortaient du classique rectangle, pancarte qu'on connaît tous. Et pour les lettrages, j'ai pris les lettres qui me semblaient les plus intéressantes au point de vue du dessin de lettres, les plus inventifs aussi. Et voilà, chaque militant y mettait son individualité, sa personnalité. Et en fonction de l'outil aussi, les dessins de lettres pouvaient changer. Et parce que l'une des premières questions que je me suis posée en venant à la NRT, c'était est-ce que j'ai besoin de créer un caractère typographique numérique pour que les militants l'utilisent, etc. Et au final, devant autant de diversité, j'ai trouvé ça beaucoup plus joli de les mettre en valeur plutôt que d'imposer une forme. Donc à travers cette recherche, est-ce que finalement, toi, parmi les conclusions que tu pourrais amener, il y avait quand même la notion d'esthétisation aussi des militantes et militants quand ils proposent à la fois ces formes et ces lettres qui font qui circulent après et ben, dans la rue, dans le cadre de ces manifestations? Oui, alors il y a eu l'esthétisation, je pense, vient par le très grand soin que les militants et militantes peuvent apporter à leurs pancartes. Comment dire? On voit qu'on passe de l'écriture au dessin vraiment de lettres avec encore une fois une mise en exergue, des lettres qui sont dédoublées, plein de petites astuces que les militants et militantes ont trouvées pour donner du contraste et pour que leur pancarte soit visible pendant la manifestation, donc en mouvement, etc. Donc avec une grande diversité de formes, comme tu disais, en effet, c'est aussi une conclusion dont tu parlais par rapport à une police, une typographie spécifique. Finalement, non, on est quand même dans une grande créativité aussi et bah, de tous ces anonymes et militants engagés qui veulent faire passer des messages, en fait. C'est ça, exactement. Ce qui me touche le plus en manifestation, c'est que c'est une multitude de voix individuelles qui fait collectif, c'est-à-dire qu'il y a un seul même message. C'est porté aussi par des syndicats, etc. On connaît les revendications. Mais les pancartes permettent vraiment un message individuel. Et il y avait beaucoup de slogans, mais il y avait aussi énormément de messages qui racontaient l'histoire individuelle des personnes. Il y avait des personnes qui racontaient qu'elles étaient assistantes maternelles, qu'elles étaient AESH, qu'elles étaient de telle ou telle profession, et qui racontaient un petit peu leur vie sur les pancartes. Donc tout de suite, la pancarte devient quelque chose de très individuel et je participe, moi aussi, je souffre de cette réforme. Moi aussi, je veux montrer mon histoire individuelle, ma singularité au sein du collectif toujours. Donc là, on est face à d'autres formes aussi que tu as pu collecter dans le cadre de cette étude? C'est ça. Donc vraiment, ma recherche se concentre sur les lettrages, sur les pancartes, etc. Mais effectivement, à chaque fois qu'il y avait une manifestation, c'était aussi un prétexte de laisser des traces et de laisser des messages dans l'espace urbain. Donc là, on peut voir par exemple un tag sur une statue, une écriture sur un banc. Voilà, par exemple, ce genre de choses. Des tags, etc. Et on pouvait, limite le lendemain, on pouvait retracer le chemin de la manifestation grâce à ces signes qui étaient laissés. Et donc, il y a vraiment une volonté de subsistance des messages, au-delà de juste l'événement pancarte.
et encore une fois une subsistance dans la rue, ce que je trouve très intéressant parce qu'on pourrait s'imaginer que aujourd'hui que les réseaux sociaux suffisent, c'est-à-dire qu'on peut prendre en photo les pancartes et ensuite repartager le mouvement, etc. Mais il y a quand même une volonté de laisser dans la rue, laisser empreinte, laisser trace. Très intéressant. Et des tags qui ont évidemment été très vite effacés. C'est les stickers qui subsistent le mieux sur les poteaux et gouttières. Donc les stickers restent et les écritures à l'aérosol disparaissent Oui, via les très, politiques très vite. d'effacement. Ouais, exactement. Donc combien de temps à peu près restaient ces écritures-là Par exemple, celle du milieu, elle est restée un peu plus longtemps. Celle sur le JC Deco, elle est partie en même pas une semaine. Donc c'est vraiment très rapide. Est-ce qu'il y a d'autres exemples Il y a des collages aussi. Ça, c'est un très très grand collage, un montage de Macron. Et des tags aussi, le support est intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois c'est dans dans les rues où s'est déversée la manifestation, donc il y a vraiment un parcours qui est recréé. Donc il y a vraiment des rues où il n'y a absolument aucun message. Et par exemple le Capital tue, où il y avait aussi des tags, par exemple sur le McDonald's ou sur les banques, etc. Donc visés. Je te laisse continuer peut-être sur ces pancartes-là. Oui, non, je n'avais pas forcément quelque chose à dire, mais c'était juste pour montrer l'inventivité, le soin apporté aux pancartes, le choix des illustrations, le choix des couleurs, le choix de vouloir faire de la pancarte quelque chose d'esthétique, de quelque chose de sans doute de durable. Par exemple, en suivant les 10 manifestations, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui revenaient avec la même pancarte à chaque fois, donc elle était gardée précieusement pour être reconduite, au même titre que les manifestations. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Il y a vraiment sur les 604 photos, il y a vraiment énormément d'exemples comme ça, de références aussi à la pop culture. Là, on voit Pac-Man et les Barbapapa, par exemple. Voilà. Et est-ce qu'il y a des affiches que tu as collectées, des affiches vraiment qui t'ont trouvé que c'était intéressant aussi de les conserver après les manifestations? Non, tout simplement parce que je suis très timide et que j'étais plutôt en retrait avec derrière mon appareil photo, et que pour moi, ces photographies-là constituaient ma propre récolte, ma propre archive. Et 1 an et demi après, je suis toujours autant amoureuse de toutes les pancartes. C'est pour ça aussi que j'ai créé un Instagram pour toutes les partager, pour que ces formes soient visibles aussi partout. Et des cartes postales, j'en ai publié 6, et donc vous pourrez vous servir évidemment pour les envoyer à qui vous voulez. Marianne en a déjà pris pour son sac. Et donc oui, on continue un peu au-delà de ce travail, qui fait aussi écho beaucoup à ce que nous on fait avec le Centre Arcane. C'est aussi pour ça qu'on était très heureux de t'entendre cet après-midi, puisque avec le Centre Arcane, qui est le Centre national des archives numériques de l'art urbain, qui va ouvrir à la fin de l'année, et qui est porté en partie par la Fédération de l'art urbain. L'idée, c'est aussi de montrer toutes ces pratiques en fait d'écriture sauvage dans l'espace public, qui cohabitent avec des formes plus artistiques. Et en même temps, on voit bien que la question de l'esthétisation, elle est plus ambiguë que ça, parce qu'on a tous aussi notre propre regard sur ce qui peut nous sembler beau ou pas, et comment on veut impacter, avoir un message fort. Etc. Et donc, dans le Centre Arcane, on s'intéresse aussi à ces écritures qui sont peut-être plus à la marge de ce que nous, on essaye de définir comme l'art urbain, mais qui en même temps sont dans un même espace et pour lesquels il y a des liens forts, ne serait-ce que parce qu'on est dans ce même contexte de création. Et donc, en tant que designeuse graphiste militante, tu as aussi mené des projets de diffusion de messages et de jeux typographiques dans l'espace public. Donc, est-ce que tu peux un petit peu peut-être nous présenter aussi les autres propositions que tu as faites, et notamment Carapace inclusive? Oui, donc là, on revient à Metz, dans les rues de Metz. Carapace est une typographie qui a été créée par Anthony Visconti. Et il a, à un moment donné, donc c'était un collègue que j'avais à Metz, et à un moment donné, il a décidé de l'augmenter en créant des glyphes inclusifs.
Et à ce moment-là, je cherchais des moyens d'investir les murs des rues, d'investir les espaces publics. Je cherchais, c'était très expérimental, je cherchais juste des moyens de participer moi aussi aux affichages sauvages qui me fascinaient. Et donc, j'ai créé ces affiches juste avec la typographie aussi pour créer un contraste avec, par exemple, à Metz, les affiches publicitaires sont extrêmement présentes, donc très colorées, très denses, avec beaucoup de typographies différentes généralement. Donc, je voulais aussi créer un contraste avec ça et créer un design très épuré, très simple, très assumé aussi. Feuilles A4 imprimées à l'école, donc aussi dans une économie de moyens et de temps, que je suis allée directement coller dans la rue avec de la colle à papier peint. Et ça me paraissait évidemment essentiel de partager ce... Donc c'était en 2022 et j'entendais tout juste parler des typographies avec des glyphes inclusifs, donc qui vont au-delà de juste mettre un point médian. Donc ça me paraissait important de proposer ces glyphes dans l'espace public aussi, qu'il y ait une espèce de culture visuelle qui se mette progressivement en place avec ces systèmes d'écriture nouveaux et qui seront de plus en plus conséquents à l'avenir, j'espère. Donc voilà, tout simplement. Et qui ont été aussi très très vite arrachés. Plus c'est gros, plus c'est vite arraché. Les stickers restent un petit peu quand c'est sur les gouttières, etc. Il y a un petit peu une espèce d'esthétisation des gouttières. Il y a un peu... quand il y a plusieurs stickers en même temps, ça reste un petit peu, mais quand c'est comme ça, ça part vite. Et j'imagine qu'il y avait des personnes à Metz qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'il y avait marqué dessus. Ça arrive souvent. Et donc ça correspondait aussi donc, dans cette volonté toujours d'investir les murs. Je m'intéressais beaucoup à la matérialité aussi, entre typographie, mur. Enfin, je voulais travailler avec la matière. Et donc j'avais créé aussi des pochoirs en inscrivant des vers de Émile Verhaeren, Les villes tentaculaires, donc des poésies. Et donc bombe de craie écologique qui s'en va à l'eau, etc. Donc évidemment, enfin tout ce qui est écologie, etc., rentre forcément dans ma réflexion, dans mon travail, c'est obligatoire. Ou par exemple, ces petits stickers affichage obligatoire pour la démocratie qui viennent j'ai voulu détourner la formule affichage interdit, loi, on a vu ce matin, loi 1881, si je me rappelle bien. Donc voilà, donc un jour, le 6 mai 2022, j'ai décidé que les affichages seraient obligatoires et je suis allée coller ça dans la rue. Donc voilà. Et alors, on constate qu'il y a de plus en plus de recherches autour des écritures vernaculaires, des affiches. Voilà, je citais ce matin le colloque de Namur autour des écrits contestataires. Est-ce que ton sujet de réflexion que tu nous as présenté sur Nancy a été bien accueilli à la NRT? Oui, très très bien. J'ai pu en discuter longuement avec les différents professeurs. Ce qui leur a semblé intéressant, c'était bien évidemment la question sociale qui est très actuelle, les écritures contestataires, etc. Et qui allait apporter aussi une autre dimension au sein de la NRT même, où le principal travail, c'est quand même de la création de typographie numérique. Et donc le fait de travailler sur des lettrages, le fait de travailler sur une archive en construction et non pas déjà construite, ça change la méthodologie, ça apporte aussi un regard nouveau sur qu'est-ce qu'une archive, comment on fait une archive. Et sur aussi des lettrages qui sont non institutionnels, non officiels, sauvages, amateurs, populaires, peu importe l'adjectif qu'on y pose. Mais du coup, ça a ouvert forcément toutes ces questions sur jusqu'où va la lettre et aussi sur l'importance de faire de la recherche sur ces lettrages qui sont non officiels, mais qui méritent tout autant leur place dans ce milieu-là. Voilà.
Donc là, on voit à l'écran d'autres exemples d'écriture pour un autre usage de la ville, qui est beaucoup plus utilitaire aussi. Oui, tout à fait. J'avais mis juste quelques photos parce que pour la suite donc de mon travail, j'ai pas encore bien défini les contours de la suite. J'aimerais poursuivre évidemment dans la recherche. Et c'est vrai que depuis toutes ces années, je fais une veille urbaine des messages. Et ça m'ouvre des perspectives de réflexion, ça m'ouvre forcément énormément de questionnements. Par exemple, des dialogues qui s'instaurent. Là, on peut voir la première image, c'est un détournement d'une barrière de chantier où du coup le restaurant d'en face s'en est servi pour faire des portes pancartes, des portes pour leur menu. Toute cette utilisation de l'espace urbain et de comment les personnes l'utilisent pour faire passer des messages. Donc là encore, on n'est pas dans le graffiti où ce sont des pseudonymes, par exemple, qui sont marqués. Là, on est vraiment sur des messages à destination des passants et passantes. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Ça m'ouvre plein de questionnements. Enfin, je pourrais en parler des heures de tout ça. Et donc la suite, la suite de tes recherches, quand même, ce serait d'aller en Suisse, à Genève, Oui. d'aller à la Aide. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, voilà, la perspective d'ouverture que Je ne sais tu pas vois? encore exactement, mais je veux poursuivre dans la recherche, ça c'est sûr, continuer à travailler sur ces écritures, sur ces messages, peut-être sur enfin, établir une typologie, et aussi de découvrir la ville de Genève, pardon, savoir si j'y retrouve les mêmes utilisations de l'espace, les mêmes messages. Donc j'ai vu déjà que c'était beaucoup plus propre, dans le sens propre, c'est pas le bon mot, mais en tout cas avec une politique d'effacement beaucoup plus radicale. Donc avec beaucoup moins de stickers, en tout cas dans les quartiers dans lesquels je suis allée pour l'instant. Donc voir s'il y a une corrélation avec ce que j'ai pu voir à Metz, à Nancy, etc. Me poser des questions par rapport à ça et voir aussi en tant que designeuse graphique où est-ce que je vais me poser, où est-ce que je vais me positionner par le futur. Parce que là, du coup, pour la NRT, ce qui m'intéressait, c'était d'être en retrait, ou plutôt au service d'avoir un design graphique au service de mettre en valeur des paroles et mettre en place des outils de communication et des lieux pour diffuser la parole des autres. Et donc, j'aimerais continuer dans cette perspective de proposer des choses pour favoriser l'inclusivité, pour lutter contre les discriminations, pour avoir voilà, un impact. Merci Audrey pour cette présentation de toutes ces recherches qui ouvrent beaucoup de questionnements et qui permettent aussi de documenter énormément et bah, cette histoire qui est quand même très très éphémère. Est-ce qu'il y avait une dernière slide de ton diapo ou Voilà, c'est ça. c'est celle-là? Oui. Là, c'était juste un extrait de Daniel Tartakovsky dans son dernier livre, On est là, la manif en crise, qui est extraordinaire, il faut absolument que vous le lisiez, et qui, dans cette petite phrase, évoque juste l'intérêt de cette quasi-simultanéité des recherches et de leur objet d'étude constitutif de l'observation participante permet des angles d'approche qui n'étaient guère envisageables dans le cadre d'un travail rétroactif sur archives. Elle contribue à expliquer l'importance des travaux consacrés aujourd'hui à la place de l'individu sujet au sein de ces mouvements et ainsi qu'aux trajectoires militantes. Donc c'est exactement ce que je veux faire, ce vers quoi je veux tendre. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, ça va faire le lien aussi avec Marianne, qui, elle, a été à Genève, à la Aide notamment. Donc, peut-être que ça fait un petit peu écho à tes réflexions. Alors, je vais juste quitter le diapo et on va passer du coup sur le site internet de Marianne. Donc, ça va être un tout petit peu plus acrobatique, mais je vais réussir à faire normalement le passage des visuels en même temps que la modération. Et puis, du coup, voilà, je pense que ça fera vraiment écho aussi aux réflexions que tu portes, Audrey. Donc voilà, moi, ce que tu m'avais expliqué, Marianne, hein, c'est que tu intervenais dans l'espace public en ayant fait tes études à l'ENSAD, à l'École des Beaux-Arts de Nancy, et à la HEAD, donc HEAD, qui est une école de formation à Genève, en ayant notamment étudié la théorie critique, la curation et la création dans l'espace urbain.
Avant de revenir peut-être sur des projets antérieurs, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on parle de ce qui se passe actuellement parce que c'est vraiment très contemporain et c'est le projet À nos promesses avec Laurent Lacotte qui intervient et qui est aussi présent dans la salle et qui est donc programmé dans le cadre des rencontres urbaines de Nancy. Et donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet et nous dire ce qui va se passer ce week-end? Oui, alors bonjour aussi et merci d'être présent. Oui, À nos promesses, à vos promesses, c'est un projet qu'on a conduit à 2 sur invitation de Susanna Gallego-Costa, qui est directrice du Musée des Beaux-Arts et qui s'est pensé en 2 temps, d'où l'idée de promesse parce que, il y avait donc l'idée de proposer un rendez-vous dans le futur. Vu que c'est un travail aussi qui combine nos 2 pratiques, je pense qu'il est important aussi que je situe des points communs avec le travail de Laurent Lacotte. C'est d'une part, je pense qu'on est attaché à l'éphémère dans l'espace public, aux mots et aux rencontres, aux différentes formes de arpentage. Et, donc là, avec À nos promesses, c'était aussi une manière de s'intéresser à nos engagements intimes plutôt qu'aux promesses politiciennes. Donc la première étape, vous l'avez là sous les yeux, puis je la porte aussi dans le dos, mais voilà, ça c'est la deuxième étape. Donc dans la première étape, on avait on est intervenu sur différents sites à Nancy avec ce message assez mystérieux mais massif, À nos promesses, en peinture écologique aussi, et bombe à la craie. Ça fait écho aussi à des manières d'agir. Avec ce numéro de téléphone, et donc si on appelait à ce numéro, si on en avait la curiosité, eh bien on tombait sur soit sur Laurent qui avait la garde de la carte SIM pendant 1 année, je précise, et sinon on tombait sur une messagerie qui expliquait un peu le contexte de cette invitation et qui nous proposait de livrer sa promesse, qui peut être une promesse envers soi-même, une promesse envers l'humanité, envers le vent, envers l'hirondelle, ou tout simplement un proche, une proche. Donc pendant 1 an, vous avez récolté des messages, des promesses. Et qu'est-ce qui va se passer donc au musée samedi et dimanche, si on peut en dire quelques mots sans spoiler? Oui. Après réflexion, tous les deux, on s'est dit une promesse, ça se porte. C'est une parole aussi qu'on donne. Donc notre geste dans ce second temps prend cette forme, laquelle, vous le découvrirez demain, de 14h à 17h au musée, à 2 endroits différents. Il y a d'une part dans le hall à l'accueil, donc pour y accéder de manière gratuite, et aussi dans les collections du musée pour faire résonance avec la collection du musée contemporaine, par exemple devant une œuvre d'Estelle Chrétien qui est aussi ici présente, qui a représenté une coque, et donc ces promesses par rapport aussi à, par exemple, la vision de la migration qui est symbolisée par cette coque, peut faire écho à des promesses. En fait, c'est ouvrir à des nouvelles lectures de ce projet-là, et donc on va donner des promesses. Sous quelle forme? L'indice est au cou de Laurent Lacotte, à vous de le trouver. Donc on se donne rendez-vous demain pour ce projet-là. Et puis peut-être, pour revenir un petit peu sur ton parcours, toi tu as vraiment une formation assez académique de la pratique artistique, et puis en même temps tu as très, très rapidement souhaité prendre place dans l'espace public. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les raisons de cette appropriation de la rue ou de l'extérieur dans ta pratique artistique? Oui, donc moi, je viens d'une famille, et il y a mon père aussi dans la salle, où la surprise est quelque chose de très important. Et je trouve que l'espace public, l'espace commun, est un espace de surprise, où il y a déjà énormément de choses qui préexistent. Et c'est ma sensibilité.
ça n'engage que moi, j'ai beaucoup plus d'excitation dans l'espace commun extérieur que dans des institutions. Mais je suis très heureuse malgré tout qu'elles soient là et tous les espaces se valent. J'ai une vision très anarchiste dans le sens où on s'adapte. Le geste artistique peut s'adapter et épouser les affordances, donc c'est-à-dire les dispositifs, les espaces, les flux des sites. Donc une approche située peut arriver n'importe où, et la surprise justement peut s'inviter. Le pas de côté, il nous permet de se sentir présent. Et donc l'espace public, c'est aussi l'espace démocratique qu'on a vu dérouler avec les exemples de Mathieu Tremblin ce matin, par exemple. C'est voilà, être dans les manifestations, donc aussi mon geste artistique, il s'inscrit dans des manifestations aussi. Donc j'y étais, il n'y avait pas mes pancartes dans la présentation d'avant, mais j'en ai aussi fait quelques-unes que je laisse après dans l'espace public, par exemple. Et puis, pour le coup, un projet que j'ai conduit pendant 3 ans, c'est Dénué, qui s'accompagnait d'un slogan, c'était « Le printemps ne sera pas silencieux ». Je sais pas si, mais du coup, porter un étendard, et ben voilà, ça se passe dans l'espace public. Et oui, le geste, il est peut-être plus légitimé et cadré dans un espace muséal ou en tout cas d'exposition, aussi qui peut être très normé comme le white cube, l'espace blanc, l'espace d'exposition. Je trouve qu'il y a énormément de choses il y a beaucoup d'éléments avec lesquels dialoguer et se rendre complice dans l'espace public. En fait. C'est un terrain de jeu et d'interaction sociale aussi. Parce que tu me disais que dans tes études, tu avais fait une rencontre décisive avec le sociologue Anthony Pequeux, qui est chercheur au CNRS et qui a donc travaillé sur la microsociologie de rue, qui concerne donc les études des structures, des relations internes et des formes d'organisation des petits groupes sociaux. Donc, autrement dit, finalement, tous les comportements interpersonnels qui sont développés dans l'espace public. Donc, toutes ces interactions qui naissent aussi du contexte de la rue viennent nourrir ta pratique artistique. Oui. Réponse un peu courte, mais en fait, dans la littérature qu'on trouve en microsociologie, dans cette vaste discipline, il y a énormément de concepts, mais aussi d'outils très sensibles. Parmi les auteurs qui m'ont nourri dans des pratiques aussi de performance collective en espace public, comme la manifestation d'indifférence, bref, c'est des exemples après qu'on pourrait voir. Il y a Isaac Joseph, qui est un traducteur de Erving Goffman, et qui s'intéresse aux stigmates ou à la marginalité dans l'espace public. Et donc, je suis partie juste d'un constat assez simple, c'est que le geste artistique, avec son pas de côté, il se fait remarquer souvent. Il a l'air bizarre. Et il y a des dynamiques sociales qui vont entourer cette bizarrerie. Mais bon, comme l'a montré Hawkes aussi, quand il fait son affichage, il rentre dans aussi certains codes avec les mêmes outils, etc. Du coup, ça passe, ça s'infiltre. Il y a des méthodes d'infiltration. Étudier la microsociologie, c'était comme un travail d'espion. C'est essayer de comprendre comment on fonctionne pour pas trop me faire remarquer et surtout pouvoir apprécier tous les langages et toutes les formes, toutes les esthétiques qui préexistent. Pas toutes, c'est très ambitieux, mais en tout cas, essayer de se rendre attentif à ça. Et aussi, si on veut penser l'interaction, et donc par exemple la réappropriation, qui est omniprésente aussi dans l'espace public. On le voit avec les affiches qui s'arrachent à multiples reprises, les réactions. Par exemple, à nos promesses qu'on avait vues avant, il y a eu des stickers un peu d'enlever, mais de corriger. Il y a eu nos bonnes augures qu'on avait placées au féminin, par exemple, et qui ont été à nouveau masculinisées. Mais c'est la correction de la langue qui a opéré. Mais nous, on avait envie d'en jouer. Bon, voilà. Et
c'est ça, je dirais, c'est le plaisir de se prêter au jeu. Et les microsociologues, ils peuvent donner des outils pour jouer encore plus, en fait. Donc j'ai mis là à l'écran ce dont tu parlais, hein, la manifestation d'indifférence, qui était un projet performatif. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots, et puis après on va revenir sur des projets un petit peu plus récents. Oui. Je crois que c'était une de mes... Non, c'était la seconde performance collective en espace public. On était une trentaine de personnes et on marchait à 2 mètres les uns des autres sans créer de contact visuel. Et donc là, j'avais pas encore fait de microsociologie, c'était en 2012 et c'est ce qui m'a conduit à faire la aide et ce master de théorie critique CCC. Parce que notamment, il y a des personnes qui se sont senties mal pendant la performance et j'avais l'impression de ne pas maîtriser suffisamment justement tout le langage qui préexiste dans l'espace public, enfin de ne pas avoir les outils pour ça. Et c'est une pièce je suis heureuse, est dans les collections du FRAC Poitou-Charentes. Qui a été acquise, donc voilà. la vidéo. Ouais. Le protocole de performance. Maintenant, c'est plutôt ça que je... Ok. Donc on va peut-être revenir sur une autre manifestation, qui est la manifestation de bonne volonté, qui est plus récente, et puis là, qui fait trait aussi à toute cette réflexion que tu as pu porter et qui a été menée en Alsace en collaboration avec Emmaüs, et qui fait écho aux pancartes, aux banderoles dont Audrey nous a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce projet ? Alors, je vous fais la généalogie un petit peu de ce projet. Faut me dire si je suis longue, parce que pareil, je suis assez animée. Tu peux contextualiser un peu, ouais. Alors, à Emmaüs Chervillers, indépendamment des manifestations qui ont eu lieu dans les Emmaüs du nord de la France, il y avait la volonté d'un grand nombre de compagnons de manifester leur bonne volonté. C'est leur mot, en fait. En janvier 2023. Michael Roy, qui était à ce moment-là coordinateur chargé de projet culturel à Emmaüs Chervillers, m'a convié pour quelque part épauler ce projet qui est à leur initiative. Ce projet de bonne volonté. En fait, juste un petit retour historique, la Fondation Abbé Pierre et donc Emmaüs est une association laïque qui vient en aide aux personnes qui n'ont pas de toit. Et il y a, en fait, dans les années 50, au moment où ça a été créé, et pendant des dizaines d'années, c'était plutôt des ex-tollards, c'était des anciens légionnaires, des personnes qui vivaient dans la rue. Et maintenant, il y a une grande partie de personnes en parcours de migration qui attendent des papiers depuis tellement d'années. Parfois, donc, c'est 3 ans, parfois, c'est 7 ans. Enfin, c'est énorme. Et en fait, selon les préfectures, ça prend plus ou moins de temps. Et là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, ils voulaient manifester aussi pour ça, pour obtenir des papiers, pour montrer qu'en fait, ils sont pleins de bonne volonté, qu'ils veulent travailler, qu'ils veulent... Donc, bref. Et donc là, vous voyez, sur toutes ces banderoles, eh bien, c'est des matériaux récupérés. Emmaüs Chervillers, il y a des ateliers de réparation de petits électroménagers, il y a un atelier bois, et puis il y a... j'ai un trou. Et il y a Etiloc où on loue des... Bon, j'ai oublié. Il y a plein de matériaux disponibles, du coup. Voilà, dont les tissus. 17 tonnes par jour. Et du coup, ça correspond aussi d'ailleurs à quelque chose qui m'est cher dans ma pratique maintenant. C'est de plus en plus, et j'essaie de l'acter de plus en plus, c'est de récupérer les matériaux qui constituent le travail. Et du coup, là, c'est des thés d'oreiller, draps et peut-être pour nous interroger sur nos rêves aussi, ce qu'on pose sur l'oreiller. Et donc, par rapport aux typographies, un petit mot peut-être,
je voulais dire aussi que en tant qu'artiste, je trouvais formidable de pouvoir résider pendant un temps long dans un espace parce que ça me permettait de travailler sur place, c'est-à-dire de mieux comprendre ce qui s'y passe sur différents postes. Donc au pré-tri, au tri, j'ai pas fait les livraisons, mais voilà, sur différents ateliers. Et puis pouvoir amorcer des processus de délibération par consensus. Et donc, par exemple, le choix de la typo. Donc, il y a sûrement plein de choses à redire parce que si on voudrait que les choses se passent vraiment horizontalement, de manière hyper inclusive et attentionnée, peut-être qu'il faudrait une vie entière. Mais donc, dans le temps qui m'était donné, du coup, j'avais, en discutant, imaginé des typographies. Enfin, je sélectionnais un certain nombre de typographies et les compagnons, salariés en insertion, salariés et bénévoles, ont pu voter. C'est du coup au cours aussi de ce travail que je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise aussi avec le français. Et c'est pour ça l'idée des pochoirs, pas juste d'écrire. Donc là, comment ça s'est passé concrètement, la réalisation de ces banderoles? Comment ça s'est fait? C'est toi qui les as accompagnés? C'est eux qui l'ont Oui, fait? je dois dire, j'ai fait 3 pancartes. J'ai cousu par contre tous les supports, mais sinon, tous les tasseaux ont été découpés à l'atelier bois. Et l'ensemble des 54 banderoles, voilà, je crois que je suis fière de ça en fait. C'est que les gens qui étaient sur place, tous les membres de l'association, ont pu investir le projet et poser leurs mots. Il y a eu des ateliers d'écriture aussi. Donc voilà, mais c'était constamment une forme d'adaptation pour que pas coloniser un espace et le gêner dans le travail, parce que quand on est quand on tente de créer avec des personnes qui sont en situation très vulnérable, on marche sur des œufs constamment. Il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. Et je voulais surtout ne laisser aucune prise à des personnes qui voudraient les décrédibiliser. C'était ça le plus important pour moi, donc c'était utiliser des couleurs douces. C'était des typos qui n'étaient pas violentes. Bon, il y en a une quand même qui vient... On m'a dit que ça rappelait l'armée, mais donc, bon, bref. Mais bon, voilà. Et même, on a mis du parfum un moment sur les banderoles pour qu'il y ait un moment... et il y avait un concert aussi pendant qu'on faisait la manifestation, donc ça apportait vraiment beaucoup de joie. C'était du blues du Sahara en plus, donc voilà. Bon. Donc il y a eu une sortie de ces banderoles dans ce projet-là? Oui. Et elles seront exposées dans un lieu qui s'appelle La Serre prochainement. Non, c'est La Serre qui organise ça, et c'est dans un ancien poulailler que ça va se... Mais énorme, En Alsace aussi? En Alsace. Et en fait, je suis en quête de lieux. Si jamais vous vous pensez à des endroits qui pourraient faire ressurgir cette manifestation, j'ai déjà été contactée notamment par l'Emmaüs de Nanterre. Donc potentiellement, les ateliers vont se prolonger et la manifestation s'amplifier. Je voudrais, après cet exemple-là, qu'on revienne sur un projet peut-être un peu moins collectif, mais avec aussi la question de l'écriture et de ce qu'on diffuse dans l'espace public, qui s'appelle donc Ritournelle, qui a été proposé en 2023, où il y avait aussi la question de la typographie qui était assez centrale et qui a été présentée à Nanterre dans le cadre d'un festival. Donc là, on est dans quelque chose de commandité avec le réseau de tram qui est une fédération régionale, en fait, comme nous, Fédération de l'art urbain, mais à l'échelle du territoire francilien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle a été ta démarche dans le cadre de ce projet-là? Oui. Blind test visuel, du coup, je dis n'importe quoi. Parce que mais là, c'est donc une parole de Brigitte Fontaine, c'est la fin d'une des chansons Si je meurs, ce sera de joie, que je trouvais très belle. Ça répond en fait à une invitation de la Terrasse, un espace d'art qui est à Nanterre, et qui m'a demandé de réagir à une célébration qui s'appelle les Rosières. En fait, à Nanterre, historiquement, il y avait l'élection d'une Miss selon ses valeurs morales, qui était notamment le travail. Il y a eu une mairie communiste aussi qui valorisait énormément le travail. Donc en fait, une femme
été élu pour sa beauté, ses vertus. Donc une version voilà, discutable. Et donc, pour prendre le revers de cette célébration historique, eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion de faire ressurgir des paroles de chansons qui étaient pleines de pouvoir, de reprise de force et d'espérance et de joie. On voit les collages féministes aussi qui, justement, exposent des féminicides, des violences faites aux femmes. Et là, finalement, c'est une autre rhétorique d'action. Mais finalement, j'espère que ça complète ce propos. Mais c'est sûr, parfois, c'est un peu triste, comme la dernière danse, mais c'est des résonances et le projet s'appelle Ritournelle. Bon, voilà. Donc on est là sur, en effet, une pratique qui fait écho au collage contre les féminicides, avec une lettre, une feuille. Et là, donc, pour chaque lettre, il y a un travail assez similaire sur tous les exemples qu'on a vus, avec un travail en pointillé, selon une typographie assez spécifique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, et je ne sais pas si j'avais le droit de faire ça, mais bon, donc, j'ai acheté une typographie qui s'appelle Nouveau, en fait, des personnes originaires de Nancy, Philippe Tidgat et Jérôme... À chaque fois, je voulais le dire. Oui, voilà, je l'ai noté Ah voilà, Jérôme Knebusch. En fait, donc ils ont composé tous les deux cette typographie Nouveau qui est celle du musée de l'école de Nancy par ailleurs. Et en fait, ensuite je l'ai pimpée en pointillé. Juste, il y a l'idée que c'est potentiel. Il y a avec le pointillé une dimension de potentiel que j'aime bien. Mais je n'ai pas fait d'études de typographie, c'est vraiment du bricolage. Voilà. Et donc, c'est aussi une typographie, je crois que tu as réutilisé, enfin, corrige-moi si je me trompe, pour faire donc l'inventaire de gestes parasites et tendre parade. Et on terminera avec ce projet-là, qui est un travail aussi de diffusion, d'écriture d'une autre manière encore, et qui, du coup, est un jeu aussi avec l'espace public, un travail aussi de détournement. Donc, est-ce que tu peux, comme tu l'as aussi sur place, nous expliquer un peu comment t'es venue cette idée de proposer cet inventaire de gestes parasites et comment il a été diffusé aussi à travers l'espace public? Alors, c'est une toute petite édition, vous voyez, qui s'effeuille en fait. C'est pour ça que là, il est déjà en partie effeuillé. En fait, les pages se défont très vite. Il a été... bon, on est... comment dire, je le vois comme un outil. Il y a deux parties dans cette édition. Une qui est, sur chaque page, il y a une invitation à réaliser une action. Là, par exemple, promettre à une hirondelle à haute voix, le printemps ne sera pas silencieux. Donc, si vous en avez dans votre grange ou que vous en voyez une, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que je peux dire? Lorsqu'apparaît un arc-en-ciel, imaginez ses rebonds. S'allonger avec son partenaire dans le lit d'une rivière, la tête à contre-courant pour l'un et dans le sens de l'eau pour l'autre, inversé. Vous voyez, un peu, on appelle ça des protocoles, mais c'est des sortes d'invitations à réaliser des situations, des gestes. Et la deuxième partie de l'inventaire de gestes parasites et tendre parade, je sais, le titre est long, mais voilà. C'est des commentaires situés, des mots à déposer dans des lieux choisis. Ah oui, et en fait, le livret a une notice, comme pour un médicament, quelque part, un petit peu. À la base, en fait, j'ai plus d'encre noire dans mon imprimante, et c'est pour ça que c'est bleu. Et donc, c'est surtout des propositions à détourner le travail. Donc, parce qu'il y a, par exemple, ah oui, ça c'est...
Alors là, il y a à poser dans un bureau de vote à proximité des candidats défaillants sur la table de l'isoloir, mais pas que, enfin, c'est vous qui choisissez. Il y a blanc cassé, comme neige, blanc d'ivoire, blanc écru, blanc de Saturne, blanc de titane. On se soulève et on se casse. On peut enfin voter pour tout le monde, si jamais. C'est l'occasion. Et donc voilà, il y a aussi le vote anarchiste en exclusivité, donc noir. À pas utiliser en Italie parce qu'il est plutôt associé au fascisme. Donc voilà, mais il y a aussi des petits papiers à mettre, par exemple, dans les essuie-glaces de SUV, futur serre, futur séchoir. Dans les 4x4, il y a juste 4-4. Voilà, des Donc, manières. C'est des jeux en fait que tu dissémines comme ça dans des lieux publics, un lieu de vote ou dans l'espace public. Donc c'est toi-même qui le fais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi que tu as encouragées à se saisir directement de ce livret et à aller un peu les glaner, enfin les essaimer plutôt, pour que les gens aillent après les glaner? Oui, c'est ça. C'est en fait intervenir dans l'espace public à plusieurs, parce que des fois, maintenant ça fait 10 ans que je fais des performances dans l'espace public, et un des exercices du métier, des fois, c'est de faire un catalogue, de revenir, d'archiver, etc. Et je me suis dit, c'est mort de faire ça. Je préfère trouver des nouveaux complices et puis qu'on joue ensemble. Donc du coup, voilà, c'est un petit objet qui s'effeuille. Et il y en a 500 déjà qui ont été achetés. Donc du coup, c'est d'ailleurs en partie, j'ai pu réaliser ce projet grâce à la région Grand Est et puis un projet Ulule et puis les escales improbables de Montréal. Donc il y a eu du soutien derrière, et puis le financement participatif, je pense, ça a aussi été un beau geste de base. On arrive quasiment à la fin de cette deuxième table ronde. Moi, j'avais quand même une dernière question. Peut-être, parce que tu me disais maintenant que tu avais quitté la ville et que tu vivais en campagne. Donc, ça faisait aussi écho aux discussions que j'avais pu avoir avec Vincent Perrottet. Voilà, comment on change aussi d'espace de vie et comment aussi ce changement peut influencer ou pas son regard et son appréhension dans son travail artistique. Est-ce que pour toi, ça a été assez marquant et marqué, ce changement de lieu de vie dans ton quotidien et dans ta recherche d'inspiration? Oui, et revenir un peu comme un saumon à la source, et puis reprendre un petit peu racine dans cette vie nomade d'artiste. Et par rapport à, je sais pas, mais quand on est sensible à ce qui se passe, à la crise écologique qu'on traverse, eh bien, peut-être ça fait sens de se rapprocher d'espaces naturels. En tout cas, dans ma pratique, depuis le Covid, je crois que ça s'est vraiment accentué, avec le projet dont je parlais au début qui s'appelle Dénué, qui est en fait une fresque éphémère qu'on peut trouver à l'Octroi. Vu qu'on est dans le Rhône, l'art dans l'espace public, et il y en a au moins, quelque chose qui est resté, qui est censé être éphémère, mais qui est là maintenant depuis plus de 2 ans. Donc, qui représente des silhouettes d'espèces menacées, 18, et réalisé, j'ai été toquée aux portes de la LPO Grand Est pour pouvoir faire ça. Donc oui, ça me porte. Maintenant, il y a aussi, je vais essayer de conduire un autre projet, peut-être pour rendre plus audibles et visibles les insectes qui nous entourent. C'est dramatique, il y a 80% de la masse des insectes qui a disparu. Enfin, entre 70 et 80%, ça veut dire perte des détritivores, des pollinisateurs, et en fait, sans insectes, il y a plein d'oiseaux qui sont plus là. Quand je sais pas, mais si vous vous souvenez, quand vous étiez plus jeune, il y avait plein d'insectes sur les pare-brises des voitures. Maintenant, je vous invite à regarder le vôtre. Et pour prendre conscience de cela, je sais qu'il y a un artiste, Harold de Guérin, qui posait des feuilles sur le capot de sa voiture pour après constater le nombre d'insectes écrasés. Et peut-être ça donne une idée de ça.
Mais bon, oui, la campagne, c'est aussi pouvoir respirer les onagres le matin, c'est pouvoir faire plein de choses. Bien, merci beaucoup Marianne et Audrey pour cette discussion. Et puis peut-être qu'il y a des questions ou des remarques complémentaires dans le public. C'est le moment et puis après on pourra conclure cette journée. Peut-être qu'on peut conclure. Bon, j'ai mis à l'écran peut-être une conclusion un peu plus colorée et un peu plus enthousiaste, malgré toutes les crises qu'on traverse, évidemment, qu'on peut garder en fond d'écran, peut-être pour. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir écouté ces paroles d'artistes, de chercheuses et de chercheurs, et qu'on espère encore nombreuses dans le cadre de Run. C'est un espace qu'on nous offre dans le cadre de ces journées de travail entre Fédération de l'art urbain et le musée, qui laisse une grande liberté aussi de choix de programmation. Donc merci Susanna et Véronique aussi pour la souplesse des prises de parole. Et puis j'espère à très bientôt. Et je donne la parole à Susanna. Merci. Merci mesdames, en tout cas ça donne envie de regarder le monde autrement. Toutes ces lettres qui prolifèrent, j'aime beaucoup la poésie dans l'espace public, donc du coup je suis bien contente de voir que les poètes sont encore très vivants et très vivantes. Juste pour info, nous allons donc à l'espace Yves Coppens, si vous voulez nous y rejoindre, pour vous couvrir de pigments de toutes les couleurs. Le meilleur moyen d'y aller, c'est de prendre le bus 11, qui n'est pas très difficile à repérer. Il est juste à 2 rues d'ici. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux. Et même à pied. Ah, bah oui, un grand sourire de Marianne pour finir tout ça. C'est en fait de Mathieu Tremblin, c'est ses sourires volés. Là, malheureusement, vous avez le sourire de Marine Le Pen. Sympathique. Ok, d'accord. Heureusement que je vais penser à autre chose. Ne finissons pas là-dessus, surtout qu'on en parlait tout à l'heure. Mais donc voilà, si vous voulez nous rejoindre pour qu'on aille danser, sinon rejoignez-nous demain ici aussi au musée pour la suite des promesses de Marianne et de Laurent, que vous verrez. De 14 à 17 heures, parce que c'est assez intense, donc il faut venir les soutenir moralement et les suivre aussi. Je pense que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir cette pièce. Donc, viendez. Merci à toutes et à tous. Merci.